Eh bien bonjour une nouvelle fois et bienvenue toujours sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui se propose de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue sans le savoir vers son ultime perfection. La paix universelle, la fraternité, une perfection écologique, technique, la fin des nationalismes, donc un fonctionnement totalement universel où chaque être humain sera protégé par l'ensemble humain, comme aujourd'hui par exemple l'UNESCO protège en principe chaque œuvre de l'humanité, chaque chef d'œuvre de l'humanité. Et bien là, chaque être humain sera considéré comme un chef-d'œuvre de l'humanité, sera protégé par l'ensemble humain. Voilà. Et au final, c'est une fusion avec le principe créateur, c'est-à-dire que c'est cette perfection donc intuitivement recherchée par l'humanité et d'ordre spirituel. C'est l'accession également à l'état d'extase qui est l'état le plus haut de la capacité d'aimer d'un individu, le plus haut degré de l'esprit qu'un esprit humain peut atteindre, qui est un état de conscience radicalement différent de l'état de conscience ordinaire dans lequel je suis là, par exemple, et dans lequel nous sommes 99% du temps. Et parfois, par chance ou par accident, on va tomber en extase, on va vivre un état d'extase, mais c'est pas une extase classique, hein, comme on pourrait dire je suis en extase devant un tableau, je suis en extase devant un beau panorama, etc., sans que ça modifie réellement l'état de conscience. L'état de conscience, l'état d'extase dont je parle, c'est un état radicalement différent de l'état de conscience classique. Je vous renvoie à la lecture de la mécanique universelle parce que j'ai fait cette expérience d'extase de façon accidentelle en fait, hein, de façon comme ça, impromptue. Et j'essaie de démontrer, d'expliquer ce qui se passe dans cet état de conscience modifié. Voilà. Alors là, depuis quelques vidéos, j'utilise Edmund Husserl, un philosophe du XXe siècle, phénoménologue, qui a travaillé sur la phénoménologie. Et là, ça fera la troisième vidéo sur une émission de France Culture, que France Culture lui a consacré 4 émissions en février-mars 2020. Et alors, c'était Adèle Van Dreit qui interrogeait un chercheur du CNRS, Julien Fargès, qui travaille aux archives Husserl de Paris. Voilà. Et donc, on reprend l'écoute, c'est la troisième vidéo, on reprend l'écoute et éventuellement, je digresse, je commente ce que nous entendons. Une deuxième manière de revenir au monde pourrait être la suivante. Donc là, dans le chapitre précédent, Husserl exprimait que nous étions éloignés du monde, nous étions trop impliqués dans les objets, dans le monde tel qu'il se présente à nous, pour le comprendre réellement, pour comprendre la nature des choses, la profondeur des choses. Et là, voilà. Si le monde est en quelque sorte ce dans quoi, ou l'élément dans lequel, ou le cadre dans lequel toute notre expérience et toute notre vie se déroulent sans que nous y fassions particulièrement attention, il se trouve que la science, les sciences, et en particulier les sciences physiques, la physique moderne, la science physique de la nature, prétend nous parler du monde en construisant, en développant
en élaborant ce qu'elle appelle une nature physico-mathématique. Et cette nature, nous avons tendance, je pense que c'est un thème sur lequel nous aurons l'occasion de revenir, cette nature, nous avons pris l'habitude de la tenir elle-même pour le monde. Et en ce sens, nous prenons la nature dont nous parlent les physiciens pour le monde lui-même, et il y a peut-être un effort philosophique à faire pour reprendre en vue le monde. La nature dont parlent les physiciens, c'est très important, parce que c'est comme ça qu'il nous est donné, et qu'on a pris l'habitude en Occident au moins de la regarder, c'est-à-dire la constitution des choses en objets, en matière, telle matière, etc., etc. Des choses très matérialistes en somme. Et en fait, ça nous empêche de voir autre chose à travers cette nature, d'avancer dans son cœur réel, dans ce qu'elle représente réellement. Lui-même, sans le confondre avec cette nature, tout en comprenant bien que cette nature n'est évidemment pas sans rapport avec le monde qu'elle nous masque, en quelque sorte, ou auquel elle vient se superposer. Il y a plus dans l'idée de monde que ce que la science peut nous en dire. La vraie question, c'est de savoir si la science nous parle ou non du monde. Et d'une certaine manière, une des illusions, si je puis dire, dont Husserl prétend nous libérer, ou dont il pense que c'est la tâche de la philosophie que de nous en libérer, c'est l'illusion scientiste d'après laquelle le discours ultime sur le monde serait tenu par la science. Bien entendu, la science s'occupe du monde, la science élabore des connaissances sur le monde, mais elle le fait en présupposant, et c'est le vocabulaire qu'emploie Husserl, en présupposant qu'il y a un monde à expliquer, qu'il y a un monde à explorer, qu'il y a des secteurs du monde susceptibles d'être étudiés selon des méthodes scientifiques. Et en réalité, c'est cet « il y a » du monde qui forme le point de départ en quelque sorte de la science, que Husserl, lui, se propose de rejoindre, si vous voulez, c'est-à-dire de prendre comme objet d'enquête. Donc il s'oppose, ce faisant, à une conception du monde et de la philosophie qui vient de Galilée et de Descartes, en clair. Oui, notamment. Il s'oppose, en fait, on peut employer des termes un peu généraux, il s'oppose à ce qu'on peut appeler le positivisme, au sens très large du terme, c'est-à-dire de cette thèse selon laquelle eh bien, toute connaissance est connaissance ultimement de faits qui ont lieu dans le monde. Et ce Voilà, donc on ne croit que ce qu'on voit. La science, c'est un peu ce qu'elle essaie de nous démontrer, de nous dire. Voilà, parce qu'elle se cantonne là-dedans, mais c'est une nécessité pour pouvoir progresser. Elle ne peut pas extrapoler. Par exemple, quand elle cherche la nature profonde de la matière dans sa partie immatérielle, quand elle devient immatérielle, ce qui est, par exemple, qu'est-ce que c'est que ce boson de Higgs, elle peut rester qu'avec une vision matérialiste. Elle ne peut pas dire le boson de Higgs, par exemple, où à ce niveau de la matière, nous touchons Dieu. Elle ne peut pas le dire. Même si certains scientifiques le pensent vraisemblablement, mais tant que elle ne peut pas démontrer que c'est effectivement que ça correspond à ce que les spiritualités appellent le divin, par exemple, elle ne peut pas le faire. Donc elle nous donne une vision particulière. Quand on pense au boson de Higgs, on pense à quelque chose d'inerte, d'immatériel, mais qui n'a pas d'âme, qui n'a pas d'état divin, on ne peut pas le concevoir comme ça. On peut concevoir l'atome sous une forme telle que la science nous le décrit, sans penser que dans cet atome, il y a le divin, que le divin est à l'intérieur de cela, et donc à l'intérieur de toutes les choses. Puisque ce qu'il y a dans l'atome, c'est ce qu'il y avait avant la création de l'univers. C'est de façon potentielle. Ça n'existait pas en tant que matérialité, ça ne s'était pas matérialisé, mais c'était déjà présent. Donc ce qui a mis en œuvre cet univers et qui s'est inclus dans l'atome, en somme, ça, la science ne peut pas
l'expliquer, le dire, en parler, en somme. Et ça, c'est le divin. C'est ce que les religions appellent Dieu. Le positivisme oublie, si vous voulez, d'explorer ou d'enquêter ou d'interroger ce fait premier, ce préjugé universel, comme dit Husserl, cet il y a du monde qui précède tous les faits et qui est le support, finalement, de tous les faits. On peut dire également que Husserl s'oppose donc au scientisme, c'est-à-dire à cette thèse selon laquelle la science pourrait tenir un discours ultime sur le monde. Il faut plutôt compléter ce discours de la science à propos du monde sur le sol du monde par un discours sur le monde, et c'est là que les choses deviennent difficiles, vous en conviendrez, un discours à propos du monde qui ne présuppose pas le sol du monde. Comment parler en quelque sorte du monde sans s'installer, si je puis dire, au cœur du monde. C'est là tout l'enjeu et toute la difficulté de la phénoménologie telle que Husserl la déploie notamment dans les années 20 et dans les années 30. Il y a quelque chose. Voilà. Donc, à mon sens, pour moi, c'est la solution est d'aller à l'origine du monde, à l'origine de ce qui a mis en œuvre ce monde-là. Tenir compte, en regardant le monde, de cette chose qui, avant le Big Bang, a décidé qu'il allait y avoir un monde, qui a décidé de mettre, qu'avec quelques lois, force de gravitation, avec le temps, en incluant le temps, en incluant l'espace, en incluant la force gravitationnelle, etc., etc., on construit, je décide de construire ce monde et j'en suis, quoi. Je suis, à partir de moi-même, à partir de cette potentialité, je fais ce monde. Et ça, force est d'obliger de constater que c'est ce qu'on appelle le divin. Voilà, alors après, c'est qu'on l'interprète d'une manière ou d'une autre, peu importe. En tout cas, c'est ce qui correspond au divin. Quelque chose de révolutionnaire dans ce geste-là, philosophiquement parlant. Il y a quelque chose de révolutionnaire dans la mesure où il s'agit de bousculer des habitudes intellectuelles qui ne sont pas mauvaises, qui sont simplement celles qui sont requises et qui sont entretenues par la vie pratique, par notre vie tout simplement. Il y a cette idée, oui, que l'attitude philosophique, d'une certaine manière, est révolutionnaire eu égard à ce qu'il appelle l'attitude naturelle, ne serait-ce que parce que d'ailleurs l'attitude naturelle, celle de la vie de tous les jours, celle qui est la nôtre dans notre vie quotidienne pratique, ne sait même pas qu'elle est naturelle et encore moins qu'elle est une attitude. Et d'une certaine manière, la philosophie consiste à renverser cette évidence première. Oui, quelque chose de révolutionnaire et quelque chose que Husserl, d'ailleurs, il lui arrivait de revendiquer ce caractère révolutionnaire de sa pensée de façon un peu polémique dans certains écrits qui n'étaient d'ailleurs pas toujours destinés à la publication, où il opposait ce caractère révolutionnaire de sa propre pensée à ce qui se présentait alors comme philosophie révolutionnaire et qui était plutôt tournée vers des considérations existentielles et qui avait en quelque sorte plus le vent en poupe à l'époque. Ce qui peut surprendre, car au moment où Husserl écrit, donc je le rappelle, il est né en 1859, il assiste donc non seulement à la fin du 19e siècle, mais au début du 20e siècle, à la montée du nazisme. Et il peut être étonnant d'essayer alors non pas d'opposer, mais de distinguer l'approche scientifique de l'approche philosophique. Quand le nazisme et donc l'importance de la politique arrivent sur le devant de la scène, voici une lettre qu'il écrit à son ami Dietrich Manke le 4 mai 1933, donc l'année est déterminante de la montée du nazisme. C'est un contexte particulier, vous allez entendre quelques sons d'un autodafé qui a lieu une semaine avant qu'il écrive cette lettre, et puis la lettre, ce contexte est très important pour comprendre la pensée d'Husserl. Le 10 mai 1933. Voici la radio allemande. Nous nous trouvons sur la place de l'Opéra unter den Linden à Berlin. Dans le cadre de l'action de lutte contre l'esprit non allemand, un groupement d'étudiants allemands s'applique à jeter sur un énorme bûcher tous les écrits et les livres de l'immoralité. Je suis contraint de vivre dans mon grand âge ce que je n'aurais jamais cru possible. Alors, c'est hallucinant quand même. Voilà ce qui se passe en 1933. Donc, les nazis commencent à brûler
tout ce qui veut parler de social avec Marx, etc. Et donc, de commencer à faire une culture qui est complètement matérialiste, mais matérialiste au sens tragique du terme. Cette réapparition en force d'un ghetto spirituel dans lequel je dois être précipité en compagnie de mes vraiment respectables, vraiment nobles enfants. Du fait d'une loi étatique censée durer et valoir pour toujours, nous n'aurons plus le droit de nous appeler Allemands. Parce que Husserl était juif, et donc là, il y avait les lois contre les juifs, il a été exclu, il était professeur à l'université, il a été exclu du professorat, et c'est justement Heidegger, je crois, qui a pris sa place. Nos œuvres spirituelles ne devront plus être comptées comme relevant de l'histoire spirituelle allemande. On ne doit continuer à vivre qu'avec la flétrissure de ce qui est juif, car d'après toutes les déclarations de la nouvelle volonté étatique, telle doit être la flétrissure de ce qui est méprisable, comme un poison dont l'esprit allemand doit se protéger et qui doit être extirpé. J'ai eu beaucoup d'épreuves lourdes à surmonter dans ma longue, peut-être trop longue vie. Paroles enflammées des étudiants. Livrer au feu tout ce qui n'est pas allemand. Contre la lutte des classes et le matérialisme. Pour l'unité du peuple et l'honneur idéaliste. Je livre au feu les écrits de Karl Marx. Mais ce que m'affligèrent les derniers mois et les dernières semaines, cela atteignit les racines les plus profondes de mon existence. Cela atteignait les racines les plus profondes de mon existence. Là, c'est toute la tragédie du peuple juif. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose de très particulier dans cette tragédie. Parce que cette peur, elle est inscrite depuis 2000 ans. Le fait qu'ils aient été une communauté extrêmement réduite, et je pense que c'était peut-être la même chose pour les tziganes, voilà, leur incapacité à pouvoir se défendre dans un monde qui d'un seul coup allait les prendre comme bouc émissaire, comme ça s'est produit à différents endroits de l'Europe, et être comme des fétus de paille et ne rien pouvoir faire face à cette violence, à cette terreur que se met à imposer à un certain moment un groupe, et là, y compris le nazisme, donc le nazisme. Et quand ils disent, ces étudiants, qu'ils veulent s'attaquer au matérialisme, en réalité, le nazisme, c'est un hyper-matérialisme. C'est quelque chose qui élimine toute divinité de toute chose, et y compris justement de l'être humain. C'est pour ça qu'ils ont réussi à décider l'extermination d'un groupe humain total. C'est le plus haut méfait du matérialisme pur et dur. Le matérialisme scientifique, c'est une chose, c'est la recherche de la logique sans s'encombrer, en mettant à distance le spirituel. C'est autre chose que le mettre à distance dans la réflexion scientifique, et le mettre à distance dans l'être humain ou dans la vie, voilà, parce qu'à ce moment-là, évidemment, l'autre ne représente plus une entité humaine, une entité divine, et on peut faire ce qu'on veut. Moi, déjà, la politique m'avait plongé dans une dangereuse crise personnelle. La guerre et les expériences qui ébranlèrent mon optimisme trop la guerre 14-18. altruiste. Voilà. La guerre qui avait maltraité mon esprit altruiste, sortir de 14-18, ce qu'il a dû vivre dans ces années 14-18, devant cette guerre qui est là, et qui, d'un seul coup, était d'une monstruosité hallucinante. Et donc,
pour ceux qui étaient optimistes, ceux qui avaient foi en l'humanité. Le philosophe, c'est sa nature, il est naturellement tourné vers les choses positives de l'humanité, sur une réflexion positive. Et quand il est confronté à ça, c'est un désespoir absolu dont il était sorti. À la fin de 14-18, il s'était remis de tout ça. Et là, il retrouve quelque chose d'encore qui... Voilà, et pourtant on est en 33, on est 5 ans avant l'entrée en guerre, avant la violence complètement débridée qui va se reproduire sur ce continent. Et là, il sent l'état de danger. Donc, voilà, avec l'empathie, on peut comprendre dans quel état de danger un juif pouvait se retrouver dans les années 33, justement, à cette époque-là, où les lois commençaient à arriver, où des métiers leur étaient interdits. Enfin, on voyait bien que là, celui qui était... ça devait être la terreur, quoi, qui était présente. Parce que qu'est-ce qui pouvait arrêter cette montée vers cette terreur? Et c'est ce qui fait que on doit absolument distinguer l'antisémitisme du racisme classique. C'est ça qui fait cette distinction-là. C'est cette terreur qui est inscrite depuis 2000 ans, quoi. Dans l'état d'esprit du peuple juif. Et qui, à chaque fois qu'il y a une résurgence, remet tout de suite ce sentiment de danger, même si maintenant le danger, il est beaucoup plus, il est beaucoup plus circonscrit, on pourrait dire. Mais encore, voilà, qu'est-ce que... rien ne peut le dire vraiment. Tout cela m'a mis à bas pour des années, tant sur le plan de la santé que de la philosophie. Il me fallut en effet des années pour comprendre l'horizon universel de ma méthode et pouvoir la développer plus avant avec fruit. Voilà. À la sortie de la guerre 14... À présent, cependant, ce ne sont plus des années qu'il me reste. C'est en quelques semaines, ou du moins en quelques mois, au lieu d'années, que je dois venir à bout de ceci. Me retrouver dans cet isolement vis-à-vis de mon peuple allemand qui, dans son incommensurable majorité, m'a exclu. Mon peuple allemand, parce qu'il était... Voilà, c'est là où il y a une tragédie, mais hallucinante. Qu'est-ce que, d'un seul coup, et là, Israël n'existait pas. Donc, qu'est-ce qui se passe pour un être humain qui ressent cette chose-là? Et il était effectivement à la fin de son existence, il était vieux et il avait pu se remettre sur ses pieds à la sortie de 14-18 et recommencer à remettre de l'optimisme à cette philosophie universaliste qu'il avait dans le cœur. Et là, on revient une nouvelle charge nationaliste qui arrive et guerrière. Et on pourrait, moi je le ressens, aujourd'hui on est dans un moment de tension pas aussi dramatique, mais qui est là, le retour du nationalisme, etc., etc., la perte d'espoir qui pourrait être là, qui pourrait faire que, oui, alors ma théorie qui dit que l'humanité va vers sa perfection, quand on voit le monde, on pourrait être désespéré. Eh bien, il y a quelque chose qui est très fort chez le philosophe qui ne lâche pas prise, en fait, derrière. Et il lui restait 5 ans à vivre, simplement. Rejeté. Les chemins de la philosophie, France Culture, Adèle Van Rett.
Et nous parlons du phénomène Husserl cette semaine, aujourd'hui en compagnie du philosophe Julien Farge. 1933, c'est la date à laquelle est écrite cette lettre. En 1933, Husserl est radié du corps de l'université de Fribourg, alors que Heidegger va être nommé le recteur de cette université. Et c'est cette mise à l'écart qui va inspirer des conférences prononcées plus tard par Husserl en 1935, qui donneront lieu à la crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale. Difficile de croire, même si la volonté d'un retour au monde est exprimée avant la montée du nazisme, Julien Farge, qu'il n'y a aucun lien entre ce dont Husserl est le spectateur dans son pays à ce moment-là et son sentiment d'une perte du monde avec lequel il va à tout prix renouer. Oui, c'est possible effectivement de lier les choses ainsi et de voir une liaison entre cette exigence philosophique d'un retour au monde ou d'une manière de rendre compte du monde dans lequel nous baignons couramment, de réapprendre en quelque sorte ce que c'est que ce monde qui est trop connu en un sens, et d'un autre côté le constat amer de la montée du nazisme avec toutes les vexations auxquelles Husserl est personnellement exposé. Une chose qui me paraît très importante dans cette affaire et pour la liaison entre ces deux thèmes que vous proposez à l'instant, c'est cette idée que pour Husserl, le nazisme est d'abord une forme exacerbée de nationalisme et à ce titre quelque chose comme un retour d'une attitude mythique ou mythologique. Voilà. Alors on va il y a une espèce de mythe, faire une deuxième vidéo avec ça. Merci de votre écoute. Voilà, merci de votre écoute. Si vous pensez que ces vidéos ont un peu d'intérêt universel, mettez des pouces, abonnez-vous, envoyez les liens à vos amis et éventuellement laissez des commentaires. J'y réponds systématiquement. Merci, à très bientôt.